le fait de lutter contre ce qu'on appelle le décrochage, c'est-à-dire tous ces jeunes, moi j'aime pas trop le terme, mais bon, on n'a pas trouvé autre chose, ça s'appelle les décrocheurs, c'est-à-dire les jeunes qui sortent du système de formation initiale, en gros d'école, sans aucun diplôme, et qui sont aujourd'hui les plus fragiles. Et au sujet de cela, nous nous disons, la différence entre la gauche et la droite, c'est quoi? La droite pense que c'est à chacun selon ses moyens, à l'école comme après. Nous on pense que c'est à chacun selon ses besoins. Et la responsabilité d'une région comme la nôtre, quand la crise frappe les plus forts, les plus vulnérables, c'est plus de moyens pour ceux qui ont le plus de besoin. Et ceux qui sortent de l'école sans aucun diplôme et que la droite considère perdus d'ores et déjà, dont elle pense au bout du compte qui compose une forme de classe dangereuse, il faut essayer de parquer, de canaliser, de maintenir à l'écart, et à qui il ne faut pas donner d'opportunité de pouvoir trouver sa voie. Nous, à ce discours-là, nous opposons aujourd'hui la volonté à travers les écoles de la deuxième chance, à travers l'apprentissage, à travers les emplois tremplins, de cibler tout particulièrement ces jeunes-là et de leur proposer un chemin qui soit un chemin vers l'insertion professionnelle, donc vers l'insertion sociale, c'est-à-dire le fait de trouver sa place dans la société. Voilà des réponses que l'on formule, que l'on formulera dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine du soutien à l'innovation, dans le domaine du soutien aux créations de petites et moyennes entreprises, de création d'emplois. C'est de cette façon-là aujourd'hui que la région Île-de-France, derrière Jean-Paul Michaud et avec l'équipe qui agrège autour de lui, entend sur les questions de l'emploi construire ce bouclier social, c'est-à-dire ce moyen pour nous, là où l'État est missionnaire, nous intercaler contre la crise et les Français. L'État s'est retiré là où il devait les protéger. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes moyens que l'État, mais notre responsabilité de région de gauche, c'est avec nos moyens, plus faibles que ceux de l'État, mais de nous intercaler entre les Français et la crise. Et le deuxième exemple que je voudrais vous prendre, je n'ai pas trop long pour qu'on puisse avoir un échange, et puis pour que vous puissiez entendre évidemment Abdelak Kachouri sur la façon dont lui aussi s'inscrit dans cette campagne, et il y aura évidemment beaucoup de choses à rajouter sur toutes les questions que j'ai évoquées après. Il y aura Thierry Marchelbeck qui donnera évidemment son avis également. Et je voudrais vous prendre le sujet de la santé. Il y a 2 Français sur 5 aujourd'hui qui disent retarder le moment de se soigner parfois, pour des raisons financières. Pas rien de Français sur 5. Qui disent oui, effectivement, il m'est arrivé de retarder le moment d'aller chez le médecin pour des raisons financières. Ils sont nombreux les Français qui arbitrent entre je me soigne ma carie ou je m'achète des nouvelles lunettes. Parce qu'ils sont moins bien remboursés, et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'accès aux soins suppose des dépenses qui sont des dépenses pour chacun beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Ça, c'est une réalité forte en Île-de-France, comme un peu partout sur le territoire français. Le président de la mutualité française a annoncé quelque chose au début de l'année, il a dit pour l'année 2010, le prix des mutuelles augmentera en moyenne de 5%. Or, les mutuelles, c'est souvent quelque chose d'indispensable pour pouvoir être bien couvert sur la maladie, pour pouvoir justement se soigner correctement. Et pourquoi les mutuelles augmentent de 5%? Parce qu'on continue, le gouvernement engagé une politique de déremboursement des médicaments, et des remboursements qui étaient remboursés à 105% qui ne sont à jamais, c'est des remboursements des médicaments qui ne sont plus remboursés du tout. Il a augmenté le forfait hospitalier, ils ont créé les franchises médicales, ils ont laissé exploser les dépenses horaires. Tant de choix politiques aujourd'hui qui mettent l'assurance maladie dans une situation de déficit préoccupante, mais qui ont contribué à fragiliser l'accès aux soins de dizaines de milliers de nos concitoyens. Comment est-ce qu'une région qui n'a aucune compétence en matière de santé peut justement mettre en œuvre un bouclier social et, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'intercaler entre les Français et la crise? Là encore, on a essayé de prendre nos responsabilités, de regarder dans quel domaine il y avait le plus de besoins. Et paradoxalement, on trouve en Île-de-France aujourd'hui des situations de déserts médicaux équivalentes à ce qu'on peut rencontrer en milieu rural. Mais ça n'allait pas arriver en Île-de-France. Oui, donc en Île-de-France, il y a des territoires dans lesquels il n'y a plus assez de médecins généralistes par rapport à la population qui est. Eh bien, nous mettrons en œuvre un système d'incitation à l'installation de jeunes médecins généralistes et spécialistes dans les territoires qui sont des territoires où aujourd'hui, notamment les quartiers les plus difficiles, il y a et pas assez de médecins par rapport aux nombre d'habitants. Première mesure. Deuxième mesure, je parlais tout à l'heure des urgences.
Nous consacrerons 1 milliard d'euros tout au long de notre mandat aux politiques de santé et par priorité à la rénovation de l'accueil des patients aux urgences. Quand on voit aujourd'hui que dans un certain nombre de services d'urgence, il y a plus de patients que de lits disponibles, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez peut-être fait une ou deux fois cette expérience. Vous allez dans les couloirs et vous voyez sur les brancards des gens qui attendent de pouvoir être soignés 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois avec une traduction des personnes âgées en état de très grande vulnérabilité, de très grande faiblesse, de très grande souffrance, qui sont sur ces brancards-là à attendre avec une couverture sur eux, et dans des situations qui sont des situations d'autant plus touchantes, parce que les personnels soignants ne les ont pas abandonnés là, ils hiérarchisent ce que sont les urgences, les priorités, et quand vous discutez avec un urgentiste, il vous dit, quand j'ai une nuit, un cas grave, toute l'équipe se mobilise, si j'ai 2 cas graves qui me tombent dessus, si je ne sais pas comment gérer ça, il m'arrive d'abandonner tous les autres malades à leur sort et mettons le service dans une situation d'arbitrage qui est insupportable pour un médecin comme pour une infirmière, comme pour un aide-soignant. C'est-à-dire ne pas pouvoir répondre immédiatement à la souffrance des gens, être obligé de prioriser celui qui a le plus grand risque pour son intégrité physique, parfois au détriment d'un autre, et pas sûr toujours de faire les bons choix. Bref, ça justifie aujourd'hui que la région Île-de-France, ça n'est pas sa compétence, consacre des dizaines de millions d'euros à la rémunération de l'accueil des patients aujourd'hui. Et dernier point sur lequel nous allons nous investir, c'est en direction des jeunes en insertion, des jeunes en général, et des étudiants, notamment les étudiants qui ont des mutuelles, qui coûtent de l'argent. Les étudiants sont de plus en plus souvent obligés de travailler pour pouvoir se payer leurs études. Et on a vu quoi? Toutes les enquêtes montrent une dégradation de la santé des étudiants et la réapparition de maladies qu'on pensait disparues dans les milieux étudiants en raison de leurs conditions d'existence, en raison de l'insalubrité du logement qu'ils occupent, en raison des colocations qui se font dans des conditions sanitaires parfois tout à fait limites, et qui fait qu'aujourd'hui les étudiants sont parfois menacés ou fragilisés dans leurs études. Pourquoi? Parce que leur santé se dégrade et parce qu'il est difficile pour eux de se soigner. Pour qu'ils soient plus sereins, qu'ils puissent étudier en Île-de-France dans de meilleures conditions, la région Île-de-France prendra en charge tout ou partie de leur mutuelle de façon à les soulager de ce stress-là lié à leur santé. Voilà 3 domaines dans lesquels, une fois encore, le bouclier social peut s'incarner. Voilà en quoi la région se pose en rempart. Alors moi j'étais en débat avec Frédéric Lefebvre, flamboyant porte-parole de l'UMP je pense que voilà, mais je pense que peut-être va l'avoir toi et je reviendrai avec plaisir. Et donc en fait, il est pas mal quand même à croquer. Et il nous reprochait, il disait oui, vous êtes en train de faire des comptes au pouvoir, c'est pas bien, des remparts, comme si on n'avait pas besoin de ça. Et c'est vrai que vous dites aux gens, c'est vrai que si vous aimez Sarkozy à Paris, vous voulez nous, je voulais Sarkozy supplémentaire en région, vous connaissez ça. Si vous voulez du Sarkozy plus, si vous voulez qu'à la région Île-de-France, on amplifie les politiques qui sont mises en œuvre au niveau national en matière de logement, en matière d'emploi, en matière d'éducation, choisissez Mme Pécresse. Vous aurez une bonne grosse dose louche de Sarkozy pour plus. C'est vrai que c'est aussi ça le jeu de cette élection. Et nous voulons opposer avec les moyens qui sont les nôtres, sans être obsédés à l'idée de faire toujours le contraire de ce que fait l'État, mais opposer une politique ambitieuse en matière de service public, en matière de bouclier social, là où eux ont retiré l'État, ont retiré le service public, ont retiré ce qui était hier d'une manière justement à travers l'action des pouvoirs publics, de pouvoir protéger un peu mieux nos concitoyens. Et puis je terminerai d'un mot sur l'autre signification du bouclier social. Vous avez sans doute, peut-être l'avez-vous lu, en tout cas nous on va se charger de la populariser, une déclaration de Lagarde à Bruxelles, qui a été donc faire son petit rapport au ministre de l'économie et des finances, et qui en raison du fait que la France a un déficit public aujourd'hui qui est à hauteur de 8,7% de son PIB, a annoncé pour l'après-élection régionale, évidemment, un plan drastique, dit-il, de réduction des dépenses publiques. En clair, une grosse, bonne et pure austérité.